des rugbyman français accusés de viol en Argentine. On va mettre la vidéo de 15 minutes. Hop. BFM Story, vous allez entendre maintenant le récit pour le moins glaçant de l'avocate de la jeune femme qui accuse deux rugbyman français de viol avec violence, Oscar Gégou et Hugo Oradou, qui contestent la version et disent via leur avocat qu'elle était consentante. Les deux joueurs du 15 de France sont en cours de transfert à Mendoza. On va y revenir dans un instant avec notre correspondante à Buenos Aires en Argentine. Mais tout d'abord, écoutons ce récit de l'avocate. Il l'attrape, la jette sur le lit, commence à la déshabiller et se met à la frapper sauvagement d'un coup de poing au visage. Il l'étouffe au point qu'elle a l'impression de se sentir partir. Son corps présente des traces de morsures, de griffures, des coups sur les seins et les jambes. L'un des deux joueurs s'est endormi, l'autre a continué. Elle a tenté de s'échapper au moins 5 fois. La preuve irréfutable de l'absence de consentement est l'état du corps de ma cliente. Voilà donc ce que dit l'avocate de la victime. Maintenant, écoutons l'avocat des deux joueurs, Oscar Gégou et Hugo Oradou. Il s'agit d'abus sexuels doublement aggravés en raison de la pénétration et de la violence présumée. Mais cela peut être modifié à la discrétion du juge. Y avait-il consentement? Oui, la rencontre et le rapport sexuel étaient consentis. Voilà, donc c'est version contre version. Alors, les deux joueurs, en ce moment, sont dans une voiture en cours de transfert. On va retrouver sur place Anaïs Dubois, notre correspondante en Argentine. Anaïs, qui est d'ailleurs à Mendoza. Bonsoir Anaïs, où on attend donc les deux rugbyman. Le voyage est long parce qu'ils sont partis de Buenos Aires à Mendoza. Je crois qu'il y a plus de 1000 km, c'est ça? Et c'est en voiture. Alors effectivement, on rappelle que Oscar Gégou et Hugo Oradou ont été appréhendés lundi en fin de journée à Buenos Aires. Finalement, après 2 jours de confusion sur leur transfert ici à Mendoza, ils sont partis ce matin à 8h30 heure locale de Buenos Aires pour un trajet de plus de 1000 km. Le trajet devrait durer environ 12 à 16 heures avant qu'ils n'arrivent ici. Donc probablement dans la soirée ou dans la nuit, au centre de détention temporaire qui se trouve derrière moi, où ils devraient passer la nuit, a priori, avant leur comparution demain. Lors de cette comparution, ils pourront s'exprimer ou non devant la justice argentine. Ça sera le choix qu'ils feront, eux et leur avocat. Et ensuite, la justice procédera ou pas à leur mise en examen formel, ce qui ouvrira l'instruction et leur permettra de mettre en place leur défense et d'avoir accès au dossier. Merci Anaïs Dubois, donc en direct de Mendoza. Winnie Claret, vous suivez cette affaire pour RMC Sport. On a donc deux joueurs qui sont en cours de transfert pour finalement retourner sur les lieux de l'agression sexuelle présumée. Oui, tout à fait, dans la nuit de samedi à dimanche, juste après le premier match de la tournée des Bleus en Argentine face aux Pumas argentins, la victoire des Bleus. Une partie du groupe tricolore est sortie. Ils ont terminé en boîte de nuit et c'est après cette sortie en boîte de nuit que d'abord, il semblerait qu'Hugo Oradou, le deuxième ligne de la sélection paloise, soit rentré dans la chambre d'hôtel qu'il partageait avec Oscar Gégou à Mendoza avec cette femme de 30 ans, la plaignante. Il aurait eu des relations sexuelles. L'avocate, on l'a entendu, déplore des violences graves. Elle aurait été tirée, traînée à terre par les cheveux. On aurait retrouvé un cocard, des coups, des morsures, des griffures sur son corps après examen médico-légal. Hugo Oradou assure au contraire des relations sexuelles consenties sans violence. Après cela, c'est Oscar Gégou. Il conteste les violences. Voilà. Et Hugo Oradou et Oscar Gégou, qui auraient rejoint les deux et qui auraient lui aussi eu des relations sexuelles visiblement violentes, à en croire l'avocate de la plaignante. Et les deux auraient eu des relations sexuelles pour eux consenties. On ne sait pas ce qu'il s'est passé au sein de la chambre. On sait que la victime présumée est sortie au matin, le dimanche, de cette chambre d'hôtel. Et c'est en fin de journée ce dimanche qu'elle est allée porter plainte à la police de Mendoza pour des faits d'agression sexuelle aggravée, parce qu'en réunion, ils étaient deux, parce que violence, parce que possible abus sexuel par pénétration. Et pour ces raisons-là, on arrive à un niveau de gravité où si ces faits étaient avérés, mais ça je pense qu'on y reviendra, ils encourraient entre 8 et 20 ans de prison, ces deux joueurs de 20 et 21 ans. Ouais, mais si je comprends bien, cette jeune femme qui a 30 ans, 30 ans. n'a pas été tout de suite portée plainte.
Elle l'a attendu moins de 24 heures après les faits, puisque l'avocate dit qu'elle allait déposer plainte en fin de journée le dimanche, alors qu'elle a quitté l'hôtel des Bleus aux alentours de 8h30 le matin. Avant de donner la parole à Dominique Rizet pour savoir comment les enquêteurs vont pouvoir déterminer la vérité dans cette histoire, puisqu'on a deux versions, hein, la version de cette jeune femme et la version des joueurs qui contestent les violences et l'agression sexuelle. Nous sommes avec une avocate qui est au barreau de Paris et de Buenos Aires en Argentine, maître Victoria Alvarez de Mentec. Merci d'être là. Tout d'abord, est-ce que ces affaires d'agression sexuelle, de viol, sont prises au sérieux en Argentine? Très. D'ailleurs, le fait qu'on ait pu, dès le lundi, les placer en détention à Buenos Aires, cela a été possible grâce au fait qu'on a mis en place un protocole d'urgence, c'est-à-dire que devant la police et le procureur de Mendoza, déjà, c'est des chambres spécialisées de la procuration, spécialisées en délits sexuels. Donc, ils ont considéré que les premières expertises étaient coïncidentes avec ce récit de la victime, et donc ils ont ordonné par extradition interne la demande de détention et de remise aux autorités mendocinas, aux autorités de Mendoza à Buenos Aires. Donc tout ça a été possible en vue, comme vous avez précisé tout à l'heure, du voyage de lundi soir en Uruguay. Ça a dû être très rapide et c'est grâce au fait qu'il y a des chambres spécialisées dans les délits sexuels que ça a pu être possible. Oui, donc ils n'ont pas été protégés par leur statut de joueurs étrangers du 15 de France. C'est pas prévu dans les codes pénals. Ils ont été traités comme n'importe qui, comme n'importe quel citoyen. On dit, parce que là, ils arrivent à Mendoza, ils vont être donc incarcérés, j'imagine, à Mendoza. Exactement. On dit que la prison de cette ville est l'une des plus dures au monde. Alors, il est vrai qu'il y a quelques plaintes qui ont été déposées pour surpopulation carcéraire, etc., que j'imagine sont prises en charge. Maintenant, ce n'est pas le problème immédiat dans le sens où le Code des procédures pénales de Mendoza prévoit que quelqu'un qui a un placement provisoire parce qu'il n'a pas fait l'objet d'un jugement ferme n'est pas mélangé avec les personnes qui ont déjà un jugement, une condamnation. Mais ils se sont plaints déjà de leurs conditions de détention. Hein. Ils l'ont fait savoir en disant qu'ils n'étaient pas très bien traités. Oui, effectivement, on a eu les échos des conditions de détention dans les locaux de la police fédérale à Buenos Aires. Ils déploraient la promiscuité des cellules, la promiscuité avec d'autres détenus, la quasi-impossibilité de communiquer avec leur famille, mais aussi le manque de repas et de produits d'hygiène. Ce sont des membres du staff tricolore qui ont été autorisés par la police à venir leur apporter à manger et des produits d'hygiène. Donc effectivement, on a eu écho de ces conditions assez difficiles. Alors maintenant, Dominique Rizet, comment les enquêteurs vont faire pour établir la vérité? Alors, il y a deux versions, hein, vous l'avez dit vous-même, celle des rugbymen, celle de la victime. Vous disiez, maître, l'autre jour que sur notre plateau, que effectivement c'était difficile parce que s'il y a eu relations sexuelles reconnues par les joueurs, il y a des traces d'ADN, en tout cas, qui ont été retrouvées, donc analysées. C'est compliqué de dire si la relation était consentie par la victime. Donc, il y a d'autres moyens. Dans une dépêche AFP, on parle d'un témoignage anonyme de personnes qui auraient vu cette jeune fille tituber, je vais y arriver, dans la boîte de nuit. Et donc, est-ce qu'il y a des présences de toxiques, de GHB? C'est une question qui peut se poser. Eh bien, cette victime, on va lui faire des expertises toxicologiques pour savoir si elle a pu être droguée. Ensuite, on va lui faire une expertise qui est très importante, expertise psychologique. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été choqué par ce qui lui est arrivé? Vous savez, c'est pas facile, c'est pas évident de simuler. Raconter une histoire, c'est une chose, mais quand on est devant un psychologue ou une psychologue et qu'on raconte une agression sexuelle comme celle-là, eh bien, les psychologues savent discerner. Est-ce qu'il y a eu une relation, en tout cas, peuvent parler de la violence de l'acte qui s'est produit, consenti ou pas, mais en tout cas, voilà. Et puis, il y aura des expertises médico-légales. Qui ont déjà été faites, puisque l'avocat dit qu'il y a des traces de strangulation bien sûr, mais, sur la jeune femme. Mais là, elles vont être écrites par des experts. Voilà. Un œil au beurre noir aussi. Absolument. L'avocate Natacha Romano parle d'un hématome au front. Eh bien, quand on a une relation sexuelle consentie, on ne se retrouve pas avec des coups comme ça. Donc, hématome au front, ça veut dire quelque chose. Le deuxième rugbyman l'aurait traîné par les cheveux. S'il l'a traîné par les cheveux, malheureusement,
parlait juste avant de démarrer cette émission, le ménage a été fait dans la chambre. Oui, parce que comme les faits n'ont pas tout de suite été dénoncés, on a fait le ménage dans la chambre. On retrouve des cheveux, et si elle a été traînée par les cheveux et que des cheveux ont été arrachés, on trouve des petits paquets de cheveux avec des bulbes qui ont été arrachés. Mais de toute façon, même si on n'a pas, aussi, j'imagine, si on n'a pas les cheveux dans la chambre, on verra peut-être sur sa tête à elle s'il y a des traces d'arrachement de cheveux. Pardon, mais quand on a une relation sexuelle consentie avec quelqu'un, on ne se retrouve pas avec des cheveux arrachés. Et puis, il y aura les vêtements de la victime, analyse des vêtements de la victime. Est-ce qu'elle a posé ses vêtements ou est-ce qu'on lui a arraché? Si on lui a arraché ses vêtements, en partie, ils peuvent être déchirés. Remise en situation, la chronologie, la version des uns des autres. Monsieur, vous étiez où? Sur le lit. D'accord, elle s'approchait de vous, elle s'est allongée sur le lit. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'on va trouver des traces de sang, des traces de sperme ailleurs que sur le lit? Ça va être la version des uns. Combien de joueurs sont impliqués en tout? Parce qu'il y a les 2 joueurs accusés, mais il y a des témoins aussi, j'imagine. On ne sait pas exactement. On sait que c'est une partie, mais une bonne partie du groupe tricolore qui est sortie pour fêter les premières sélections, notamment d'Hugo Radou et d'Oscar Gégou, mais d'autres joueurs qui, le soir, le samedi, quand ils ont joué contre l'Argentine, fêtaient leur première sélection avec le 15 de France. Donc il y avait une bonne partie de ce groupe qui d'abord a bu un verre à l'hôtel des Bleus avant d'aller dîner en ville, et une partie encore de ce petit groupe en ville a terminé en boîte de nuit. À savoir qui exactement était concerné quand il y a eu la rencontre avec cette jeune femme qu'ils ont rencontrée en boîte de nuit, donc en toute fin de soirée avant de l'emmener à l'hôtel. Là, il y a trop de confusion aujourd'hui. On n'a pas eu accès au dossier judiciaire, donc on ne sait pas exactement qui a été entendu, quels ont été les témoignages, quelle est la chronologie des faits relatés. Pour l'instant, c'est justement tout le problème, c'est qu'on a 2 versions qui s'opposent plutôt radicalement, et que tant que le procureur général en charge de l'enquête n'a pas entendu les joueurs et ne leur a pas notifié les charges qu'il retenait contre eux, on ne peut pas trop en parler. Alors là, on l'a dit, ils ont un long voyage à faire, entre 12 et 15 heures pour arriver de Buenos Aires à Mendoza via la voie routière. Ils sont dans une voiture. Exactement. Donc le procureur va les entendre assez rapidement. Alors, normalement, maintenant, le procureur, il doit... Déjà, il faut savoir que quand on est imputé, on n'est pas obligé de parler. Donc, c'est pas tant ce qu'ils vont dire, ce qui est presque secondaire, c'est ce que va faire le procureur maintenant. Et le procureur maintenant, il aura 24 heures à partir du moment où ces personnes lui seront remises, ils seront à sa disposition. Il pourra encore demander le rapport, le report de 24 heures. Les présumés auteurs aussi peuvent demander s'ils ont encore besoin d'un peu de temps pour désigner un avocat. Même s'ils en ont un, ils en auront besoin d'un autre cabinet local à Mendoza pour faire la postulation. Donc, pourquoi ces moments-là vont être très importants? Le moment où le procureur va dire oui, il y a lieu de les mettre en examen, parce que là, on va leur décrire les faits qui leur sont attribués, et les faits qui leur sont attribués aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes qui leur étaient attribués dimanche ou lundi. Pourquoi? Parce qu'il y a des expertises médicales qui ont évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'il y en a, l'avocate des victimes, elle parle de lésions qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Donc il y a des IRM, des tomographies, des études qui mettent plus de temps et qui révèlent d'autres types de lésions. Donc ils vont être mis en examen, incarcérés sans doute? Exact. Non, je ne veux pas dire sans doute, parce que quand on entend aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, le récit, la position de l'avocat des joueurs, il plaide l'innocence au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une détention provisoire qui est quand même plutôt prévue dans ce cas-là en Argentine? Alors, oui. Donc le principe de la procédure pénale à Mendoza, c'est la liberté de celui qui attend un jugement pénal. Ça, c'est le principe. La prison préventive ou provisoire est l'exception, doit rester l'exception, sauf que dans notre cas, selon la description des faits qui auront été retenus... C'est grave. Exactement. Et après, il resterait sur place en attendant un éventuel procès? Et oui, même principe. Donc là, on a 3 mois plus 3 mois et jusqu'à 12 mois de délai d'enquête. Et si déjà ils ont un point, un désavantage, c'est le fait qu'ils n'ont pas de domicile local, donc ils ne résident pas, donc
on peut présumer qu'il pourrait s'évader plus facilement qu'un national. Mais l'avocat, il a rappelé lors de ses déclarations à la presse que les deux joueurs sont parfaitement attachés à la procédure et sont à disposition de la justice argentine. Ils joueront la procédure judiciaire. Merci. D'accord, on va mettre... tac, tac... Est-ce que l'émission de Calvi, ils s'en parlent des rugbyman? Non, ils s'en parlent pas, d'accord. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à plus tard.